Bonjour. Dans le cadre de la série de vidéos sur la cryptographie, nous arrivons à la cryptographie asymétrique. Commençons par le principe. Le principe, c'est que chaque utilisateur ou chaque entité dispose d'une paire de clés. Une clé publique et une clé privée. Par exemple, Alice, il a sa clé publique de Alice et sa clé privée de Alice. Deuxième principe, c'est que la clé publique, comme son nom l'indique, elle est connue de tous. On peut la distribuer sur un annuaire, envoyer par mail, peu importe, alors que la clé privée, elle reste secrète. Ma clé privée, il n'y a que moi qui l'ai et personne ne doit l'avoir. Elle doit rester protégée en plus. Troisième principe, si on chiffre avec une clé de la paire, on déchiffre avec l'autre clé de la paire. Par exemple, si mon but est d'assurer la confidentialité et que je veux envoyer un message confidentiel à un destinataire, je le chiffre avec la clé publique de ce destinataire. Je peux le faire parce que j'ai sa clé publique. Par contre, il n'y a que lui qui peut déchiffrer parce qu'il n'y a que lui qui a la clé privée qui correspond à la clé publique qui a été utilisée lors du chiffrement. Par convention, on avait dit le chiffrement, c'est un E majuscule et des parenthèses. Donc, le premier message se lit chiffrer le message M avec la clé publique du destinataire nous donne un message chiffré C. Et puis, pour déchiffrer ce message, j'utilise par définition, D majuscule, c'est la fonction de déchiffrement. Donc, je déchiffre C en utilisant la clé privée du destinataire. Le destinataire, il déchiffre en utilisant sa clé privée pour retrouver le message. Voici un schéma. Ici, Alex veut discuter avec Ben. Il veut lui envoyer un message en clair. Il va le chiffrer avec l'algorithme de chiffrement asymétrique et la clé publique de Ben. Bien sûr, il est disponible pour tous et même pour Alex. Donc, le message est chiffré, envoyé sur un réseau de non-confiance, arrivé à destination chez Ben, il le déchiffre avec sa propre clé privée. Il n'y a que Ben qui détient cette clé privée et donc il n'y a que Ben qui peut déchiffrer ce message. Nous allons voir dans cette présentation deux types d'algorithmes asymétriques. Les algorithmes asymétriques à base de factorisation de nombres premiers et les algorithmes asymétriques basés sur les logarithmes discrets, le problème du logarithme discret. Alors, les algorithmes à base de factorisation de nombres premiers, on va voir en particulier l'algorithme RSA, qui est utilisé pour le chiffrement, la signature et les échanges de clés, ou plutôt le chiffrement et la signature. Échange de clés, on va le voir dans le cadre du chiffrement hybride. Et puis, pour les algorithmes à base de logarithmes discrets, on va voir Elgamal, qui est une sorte d'extension de Diffie-Hellman pour les signatures et le chiffrement asymétrique. Dans une autre présentation, on va voir les courbes elliptiques, les ECC pour Elliptic Curve Cryptographie. C'est essentiellement un algorithme de type Diffie-Hellman qui est reconstruit dans un système de courbes elliptiques. Ces courbes sont définies comme étant l'ensemble des points x, y qui satisfont l'équation y au carré est égal à x à la puissance 3 plus ax plus b. Il essaie de réduire la longueur des clés. Les clés, par exemple, pour RSA, c'est de l'ordre de 1024 et plus, alors que pour ECC, c'est 1061 bits et correspond à peu près à 1088 pour RSA. Il est utilisé pour le chiffrement, la signature et les échanges de clés. Il est idéal pour les cartes à puce et la cryptographie et les systèmes sans fil. Alors, commençons par voir RSA. RSA, c'est le nom de ses inventeurs. Ravist, R c'est Ravisht, S c'est Shamir, A c'est Adelman. Il utilise une fonction à brèche secrète dite également factorisation de nombres premiers, c'est-à-dire si j'ai deux nombres premiers P et Q, je les garde secrets et je calcule N est égal à P fois Q. Si je vous donne la valeur de N, il vous est très difficile de retrouver la valeur des deux nombres premiers P et Q, tel que P fois Q est égal à N. Donc si quelqu'un arrive à défactoriser le produit de deux nombres premiers, il est susceptible de casser un certain nombre d'algorithmes RSA ou un certain type d'algorithme RSA avec une certaine longueur de clé. Parmi les plus utilisés dans le monde, l'algorithme RSA, même s'il a été inventé en 1976-77, il est toujours utilisé, toujours d'actualité. Par contre, sa sécurité repose effectivement sur la longueur des clés. Une clé, par exemple, à 768 bits a été cassée. Actuellement, il est préférable d'utiliser au minimum des clés de 1024 bits, voire 2048 ou 4000 et quelques. Alors, expliquons un petit peu l'algorithme.
On a dit il repose sur le problème de factorisation de nombres premiers. Donc, on considère P et Q deux nombres premiers distincts et N qui est le modulo qui est P fois Q. Une autre valeur, c'est E, ça s'appelle l'exposant. Il n'a pas de facteur premier avec P-1, Q-1, donc il est premier avec P-1, Q-1. D, un autre nombre qui vérifie le théorème d'Euclide qui dit que E fois D modulo P-1, Q-1 est égal à 1. Ça veut dire E fois D n'a pas de facteur commun avec P-1, Q-1. Et puis le théorème d'Euler, il dit si vous avez N, P, Q, E et D qui vérifient cette propriété, alors si vous calculez pour n'importe quel message N, M à la puissance E D modulo N, vous allez retrouver le message N. Si vous avez un D et un E qui vérifie M à la puissance E, qui vérifie le théorème d'Euclide, alors M à la puissance E D modulo N est égal à M. Pour les clés, la clé publique, c'est N et E. Donc, la valeur de N et la valeur de E peuvent être publiques. Par contre, la clé privée, c'est N et D. Ça veut dire il ne faut pas arriver à... Pardon, c'est la clé privée, c'est N et D. Le facteur privé de la clé privée, c'est D. Ça veut dire que si on retrouve D, ben, on serait capable de déchiffrer le message. Alors, le chiffrement, comment il se fait? On prend le message M et on le chiffre avec, on a dit, la clé privée du destinataire, la clé, publique du destinataire. La clé publique du destinataire, la clé publique, c'est N et E. Donc, on met le message M à la puissance E modulo N. Il va me donner un message chiffré. Bien sûr, avec le théorème d'Euler, on déchiffre avec la clé privée du destinataire, c'est-à-dire N et T. Et donc, si je mets le message chiffré à la puissance D modulo N, Dn, rappelons, c'est la clé privée, on va retrouver le message M grâce au théorème d'Euler. Donc, le chiffrement, c'est en utilisant E et N, M à la puissance 1 modulo N, et le déchiffrement, c'est en utilisant D et N, c'est le message chiffré à la puissance D modulo N, grâce au théorème d'Euler. Avec des E et des N qui vérifient la propriété, on va retrouver le message M en clair. Voyons un exemple chiffré. On prend deux nombres premiers au hasard, P est égal à 29, Q est égal à 37. Si je calcule leur produit, qui est le modulo, c'est 1073. Si je choisis E au hasard, tel que E n'est aucun facteur commun avec P-1, Q-1, bien sûr, plus E est grand, mieux c'est. Dans ce cas-là, on choisit E est égal à 1008. P-1, Q-1 est égal à 1008 parce que P-1 c'est 28, Q-1 c'est 36, 28 fois 36 ça donne 1008. E est égal à 71, il n'a pas de facteur commun avec P-1, Q-1. On choisit D tel que E fois D modulo P-1, Q-1 est égal à 1. Donc, on choisit D tel que 71 fois D modulo 1008 est égal à 1. Je prends D est égal à 1079. Il y a différentes valeurs de T, bien sûr. Et on a maintenant nos clés. La clé publique, c'est EN, c'est 71 1073. Et la clé privée, c'est DN. D, c'est 1079 et N, c'est 1073. Donc, la clé publique du destinataire, c'est celle qui va servir au déchiffrement, au chiffrement, pardon. Et la clé privée du destinataire, c'est celle qui va servir au déchiffrement, c'est-à-dire que le destinataire va utiliser pour déchiffrer. Alors, prenons un exemple. Supposons que je veux chiffrer Hello. D'abord, il faut que je travaille avec des nombres, des chiffres. Donc, je prends le code ASCII des caractères. Mon message M est égal à Hello. Le code ASCII de H, c'est E. C'est 72. Le code ASCII de H, c'est 72. Le code ASCII de E, c'est 69. Le code ASCII de L, c'est 76. Et le code ASCII de O, c'est 79. Après, je découpe le message en blocs qui comportent moins de chiffres que N. N, ici, dans notre cas, vous vous rappelez, c'est 1073. Il contient 4 chiffres, le 1, le 0, le 7 et le 3. Donc, je découpe M en bloc qui contient moins de chiffres que N. N comporte 4 chiffres, donc je considère un découpage de 3 chiffres. Bien sûr, plus on s'approche de N, mieux c'est. J'aurais pu utiliser un découpage de 2 chiffres. Donc là, j'utilise 3 chiffres, des blocs de 3 chiffres. Donc le premier bloc, c'est 7, 2, 6. Je vais les chiffrer en particulier. Je passe au deuxième bloc, c'est 9, 7, 6 et ainsi de suite. Bien sûr, on complète avec du padding, des zéros. Si
le dernier chiffre, si on n'a pas trois chiffres en dernier. Donc, je prends le premier bloc, par exemple 726, le premier. Donc, je vais le coder avec la clé publique du destinataire, qui est E et N, je rappelle. Rappelons-le, E, c'est 71 et N, c'est 1073. Donc, je mets 726 à la puissance 71 modulo 1073, ça me donnera 436. Et je fais de même pour les autres blocs. Donc, le message chiffré, ben, c'est la concaténation de ce qu'on a obtenu en chiffrant les blocs avec E et N. Et pour déchiffrer, ben, tout simplement, je prends le message chiffré et je le mets à la puissance D modulo N. En particulier ici, le premier bloc, c'est 436 à la puissance D, vous vous rappelez, c'est 1079 modulo N, N, vous vous rappelez, c'est 1073. Ça me donne 726 et je fais pareil pour les autres. Donc, je retrouve le message en clair en convertissant les codes ASCII en lettres. La cryptanalyse maintenant de l'algorithme RSA. La cryptanalyse, c'est si on connaît N et E et on arrive à factoriser N en facteur premier, c'est-à-dire au calculer la racine EIM du message chiffré. Donc le choix de P et Q, la factorisation dans premier est d'autant plus difficile que P-1 et Q-1 ont des facteurs premiers élevés. Voilà, donc il faut choisir des valeurs de P et Q très élevées pour que N est égal à P fois Q, P-1 fois Q, P fois Q soit élevé et P-1 fois Q-1 soit élevé. Ici, vous avez juste un exemple, juste pour vous donner une idée sur la grandeur des chiffres qui sont utilisés actuellement. Ici, c'est pour RSA à 155 chiffres, qui est cassé depuis 1999 avec 300 PC et 12 sites dans 6 pays. Le N, qui est le produit de P et Q, le N, c'est celui-là. N, c'est un seul nombre qui contient tous ces chiffres qui sont sur ces trois lignes. Le P, c'est celui-là, il commence par 1, 0, toute cette ligne suivie de cette ligne jusqu'à 79. Et le Q, c'est celui-là, qui commence par 10 et se termine par 43. Donc, vous voyez, c'est des nombres excessivement grands. Il y a d'ailleurs des compétitions chaque année pour retrouver le nombre premier le plus grand. On passe à notre algorithme qui est Elgamal. Vous vous rappelez, on avait dit RSA, il se base sur la factorisation de nombre premier, n est égal à p fois q. Si je retrouve n, si je vous donne n est égal à p fois q et que vous arrivez à trouver p et q, donc vous allez retrouver p-1 et q-1, et donc vous allez retrouver avec eux la valeur de d, donc vous arrivez à déchiffrer. Elgamal, c'est un autre principe mathématique, c'est le problème du logarithme discret, c'est le même qu'on a vu dans le protocole Diffie-Hellman. Les gens qui ne connaissent pas ce principe sont priés d'aller voir notre vidéo sur Diffie-Hellman. Alors, Elgamal, il a été publié en 87, il est utilisé en particulier dans GNU-PG. Clé privée, donc il y a une partie privée, une partie publique. La clé privée, c'est S, elle est secrète. La clé publique contient trois parties, G et P, comme pour Diffie-Hellman, et Y qui est G à la puissance S modulo P. Je rappelle, S c'est privé, G à la puissance S modulo P, on le rend public également. Alors pour chiffrer, je découpe le message en blocs compris entre 0 et P-1. Chaque bloc, je le nomme ici M, et un entier M. Je génère au hasard un cas premier avec P-1. Ça, c'est une particularité de Elgamal. Il n'y a pas de cas au hasard, par exemple, dans RSA. Je génère un cas premier avec P-1 et je calcule deux choses, A et B. A est égal à G à la puissance K modulo P. Je peux le faire parce que G, P sont publics, je rappelle. Donc, je peux calculer G à la puissance K modulo P. Pareil, je calcule B est égal à M fois Y à la puissance K modulo P. Y, il est public. Rappelez-vous ici, Y, il est public. P est public, K je l'ai généré, M c'est le message en clair, donc je peux calculer B. Et le message chiffré, c'est la concaténation de A et de B. Maintenant pour déchiffrer, bien sûr on déchire avec la clé privée. Le message en clair, je rappelle, le message chiffré, je rappelle, c'est A et B. Mon but c'est de retrouver M. Donc A et B c'est le message chiffré et S c'est la clé privée. Je mets B sur A à la puissance S. Donc je déchiffre avec la clé privée.
Donc, B, c'est my à la puissance k modulo p sur a à la puissance s. My à la puissance k modulo p. Y, c'est g à la puissance s modulo p. Donc, c'est m fois g à la puissance s k modulo p sur a à la puissance s. A, c'est g à la puissance k modulo p. Et donc, a à la puissance s, c'est g à la puissance sk modulo p. Ça s'élimine et je retrouve le message m. La robustesse, donc pour retrouver m, un attaquant doit pouvoir calculer y à la puissance k connaissant y, a et a à la puissance k. C'est typiquement le problème du logarithme discret. L'avantage, c'est qu'il y a plus de sécurité, c'est un protocole sécurisé, vous voyez, parce qu'à chaque fois, si je chiffre le message M à deux moments différents, je retrouve deux messages chiffrés différents. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a un facteur aléatoire qui est K. L'inconvénient, par contre, c'est les performances parce que vous voyez que le message chiffré, il contient deux parties A et B et donc on met pratiquement deux fois plus de temps pour calculer le message chiffré. Maintenant, on a vu le chiffrement symétrique, on a vu le chiffrement asymétrique. Pour le chiffrement symétrique, on avait dit il est rapide, les clés sont courtes. Par contre, l'inconvénient, c'est la distribution de la clé. Donc, si on a le problème qui résout la distribution de la clé, si on a une solution pour résoudre le problème de la distribution de la clé, ben, on va pouvoir utiliser le chiffrement symétrique, quelle que soit la taille du message, parce qu'il est rapide. Donc, on peut utiliser dans un contexte général, moyennant une solution pour la distribution de la clé. On avait vu Diffie-Hellman, qui est une solution particulière pour la distribution de la clé sans avoir un secret préalable. Et on avait dit qu'il est faillible aux attaques par many de Medel. Je vous invite à voir la vidéo sur Diffie-Hellman. Pour le chiffrement asymétrique, l'avantage, c'est qu'on a une clé publique, clé privée. La clé privée reste chez moi, je la partage avec personne. L'inconvénient, c'est qu'il est 1000 à 10 000 fois plus long que le chiffrement symétrique. Donc, il est vraiment très long. Donc, son utilisation ne peut être que pour des petits messages parce qu'il est effectivement très long. Donc, à partir de là, on a inventé le chiffrement hybride qui va combiner les avantages du chiffrement symétrique et asymétrique en essayant de contourner les inconvénients. On avait dit que le chiffrement asymétrique ne peut être utilisé que pour des messages petits ou des messages pas très longs. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que j'ai un message à chiffrer, un message en clair, vous le voyez ici. Je les chiffre avec une clé symétrique que j'appelle une clé de session générée aléatoirement parce que je l'ai appelée clé de session parce que je vais pouvoir la modifier à chaque session. Donc, je le chiffre avec une clé de session générée aléatoirement avec du chiffrement symétrique et j'obtiens ce message chiffré symétrique. Le problème, c'est que si j'envoie ce message au destinataire, il ne peut pas le déchiffrer parce qu'il n'a pas la clé symétrique, la clé de session symétrique que j'ai utilisée pour le chiffrer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour partager avec lui, avec le destinataire, cette clé symétrique, je vais la chiffrer elle-même par la clé publique de l'utilisateur distant ou du destinataire. Et donc, j'ai ici le message chiffré symétrique avec la clé de session et j'ai la clé de session chiffrée avec la clé publique du destinataire. Ici, je n'ai pas de problème, j'envoie les deux. De toute manière, ici, je n'ai utilisé le chiffrement asymétrique que pour chiffrer la clé. La clé symétrique, elle est très petite, donc j'ai le droit d'utiliser le chiffrement asymétrique, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je répète que je ne l'ai utilisé que pour chiffrer la clé de session, qui est de quelques bits, de 64 bits à 256 bits max. Maintenant, pour déchiffrer le message, celui-là que j'ai reçu pour pouvoir le déchiffrer, j'ai besoin de la clé de session. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai la clé de session chiffrée avec ma clé publique. Je suppose que je suis le destinataire. Donc, je déchiffre cette clé privée, cette clé de session avec ma clé privée, pardon. Je déchiffre cette clé de session avec ma clé privée et j'utilise donc cette clé de session une fois déchiffrée pour déchiffrer le message qui m'a été envoyé. Voici une illustration. Donc, ici, pour le chiffrement, j'ai un message. Je le chiffre avec une clé de session aléatoire.
chiffrement symétrique, et j'envoie ce message. Je prends cette clé de session que j'ai utilisée, je la chiffre elle-même avec la clé privée du destinataire. Pourquoi? Parce qu'il faut que je la partage avec lui, et de toute manière, même si je la chiffre avec la clé privée du destinataire, ça prend pas beaucoup de temps parce que la clé n'est pas trop longue, de quelques bits, et deux, il n'y a que le destinataire qui peut la déchiffrer. Donc, je récapitule. Pour le chiffrement, je génère une clé de session pour un chiffrement symétrique. Je chiffre cette clé de session avec la clé publique du destinataire et je chiffre le message que j'ai envoyé avec cette clé de session. Et j'envoie les deux. J'envoie le message chiffré avec la clé de session et j'envoie la clé de session chiffrée avec la clé publique du destinataire. Maintenant, pour déchiffrer, vous vous rappelez, il a reçu les deux. Il a reçu le message chiffré avec la clé de session, il a reçu la clé de session chiffrée avec la clé publique du destinataire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il déchiffre la clé de session d'abord avec la clé privée du destinataire et ensuite, il déchiffre le message avec la clé de session qui vient juste de déchiffrer. Et il obtient le message en clair. Voilà maintenant un récapitulatif des algorithmes de chiffrement cassé. RSA, j'ai dit tout au début de cette présentation, il faut l'utiliser avec des tailles de clés supérieures à 1024. RSA 560, il a été cassé en 2003 déjà. DES, on avait dit, il a été cassé vers la fin des années 90. Donc, préféré triple DES ou mieux AES. ECC, avec des clés inférieures à 1009, il a été cassé également, donc préféré avec des clés supérieures à 1060 et quelques. Et RC4, pareil, avec des RC4, il a été cassé vers le milieu des années 80, vers 80. Une petite comparaison du chiffrement symétrique et asymétrique. Symétrique, on a dit, on a une clé partagée entre l'émetteur et le destinataire. L'asymétrique, on a une paire de clés. Chaque utilisateur, il a une paire de clés. Le symétrique, il est très rapide. L'asymétrique, il est 1000 à 10 000 fois plus lent que le symétrique. Symétrique, il est essentiellement utilisé pour chiffrer n'importe quel volume. Par contre, l'asymétrique ne peut être utilisé à cause de sa lenteur que pour la distribution des clés ou de petits, vraiment petits messages de quelques bits. Une clé de 112 bits est suffisante pour l'instant pour l'asymétrique, alors que pour l'asymétrique, il faut plutôt utiliser des clés longues supérieures à 1024. Ici, une comparaison des tailles des clés. Bien sûr, pour un algorithme donné, plus la clé est longue, mieux c'est. Par exemple, AES 256 est mieux que AES 192, mieux que AES 128. Alors que, pareil, pour par exemple RSA 1024, il est moins bien que RSA 2048, qui est moins bien que RSA 4000, 4000 et quelques, et ainsi de suite. Maintenant, si je veux comparer deux algorithmes appartenant à deux contextes ou à deux types de chiffrement différents, je ne peux pas comparer sur la base de la longueur des clés. Par exemple, RSA 700 et quelques bits, il n'est pas mieux que AES 128. Même si 128 est inférieur à 700 et quelques, le contexte est différent, donc il n'y a pas de comparaison. A priori, pour les chiffrements symétriques, une clé de longueur 64 bits elle est équivalente à 512 bits en asymétrique. 112 bits en symétrique, elle est à peu près équivalente à 1792 en asymétrique. Et 128 en symétrique, elle est à peu près équivalente à 2304 en asymétrique. Voilà, nous arrivons à la fin de la partie cryptographie symétrique et asymétrique et hybride. Rappelons-le, ils sont utilisés dans le cadre de confidentialité ou pour assurer la propriété de confidentialité, ça veut dire pour s'échanger des messages confidentiels sur un réseau de non-confiance. Nous allons nous intéresser dans un prochain vidéo aux fonctions de hachage et à la propriété de l'intégrité. Merci et au plaisir de vous rencontrer lors de la prochaine vidéo.